Bonjour Bernard Guetta. Bonjour. Merci beaucoup d'être là ce matin. Votre dernier ouvrage, c'est La Nation européenne chez Flammarion. On va parler Europe dans un instant. D'abord, ce qui se passe en ce moment même en Ukraine avec de nouvelles attaques à Kiev et dans plusieurs régions à l'aube. On sait que les Ukrainiens demandent des avions. Ils disent nous ne pourrons pas nous défendre, nous ne pourrons pas contre-attaquer sans ces avions. Ils ont même donné un chiffre, c'est le ministre de la Défense qui l'a fait. Il nous faut 40 à 50 F-16, dit-il. Alors lundi sur TF1 et LCI, Emmanuel Macron a ouvert la porte à la formation des pilotes, mais pas plus. Pourquoi la France refuse-t-elle de livrer des avions à l'Ukraine? Je ne crois pas que la France refuse. Le président a cultivé l'ambiguïté en disant ni je vais en livrer, ni je ne vais pas en livrer. Mais il annonce que la France va former des pilotes. Bon, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas tout à fait la même chose. Mais enfin, si la France forme des pilotes, ce n'est pas pour qu'ils aillent faire du pédalo. C'est évidemment pour qu'ils pilotent des avions. Et si on les forme à piloter des avions, il faudra bien un jour. C'est même pas qu'il faudra bien, c'est qu'il y a une volonté de fournir un jour des avions. Et remarquez... Volonté de qui? Vous pensez qu'il y a une volonté de la France de fournir un jour des avions? Je pense que oui, de s'associer en tout cas à un mouvement européen qui est très fort aujourd'hui. Vous avez vu que les Pays-Bas, membres de l'Union européenne, la Grande-Bretagne qui ne l'est pas, mais qui est quand même un pays européen évidemment, et la deuxième puissance militaire européenne, eh bien ces deux pays se sont rejoints, ont convergé justement pour organiser la livraison de chasseurs à l'Ukraine. Ils alimentent une coalition internationale. La Belgique va le faire, mais bien entendu. Vous le souhaitez, vous, à titre personnel ? Ce n'est pas que je souhaite, c'est que je considère, comme beaucoup de gens, comme la plupart des gens, que c'est une nécessité absolue aujourd'hui. Les Ukrainiens ont évidemment besoin d'une aviation pour se défendre. À condition d'être capable de le faire, parce qu'on a vu aussi les craintes sur nos stocks, nos capacités, est-ce que nos appareils sont appropriés? Londres et Berlin, qui se sont montrés ouverts sur cette question de principe, pas plus tard qu'hier, disaient, en fait, c'est Washington qui a la clé. Par exemple, sur les F-16, c'est Washington qui a les stocks, c'est Washington qui a les capacités. Vous savez, à ce propos, beaucoup de gens pensent que dans ce conflit ukrainien, ce sont les États-Unis qui seraient les plus décidés à bloquer l'agression russe. En vérité, c'est une erreur absolue. C'est une erreur absolue. Pourquoi? Mais parce que ce sont les pays européens aujourd'hui, ceux de l'Union européenne comme la Grande-Bretagne, qui encore une fois n'est pas membre de l'Union européenne, ce sont les pays européens parce qu'ils sont sur la ligne de front. Nous sommes sur la ligne de front qui sont les plus décidés, les plus allants. Et regardez par exemple, on va sans doute en parler, la grande question de laisser l'Ukraine entrer ou ne pas entrer dans l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire dans l'OTAN. Dans l'OTAN, qui est une alliance entre Européens et Américains, pour faire simple. Absolument. Eh bien, aujourd'hui, la plupart des pays européens sont favorables, ou en tout cas pas hostiles. Favorables ou pas hostiles. En tout cas, ne ferment pas du tout la porte à cette possibilité. Et le niet, si vous me permettez ce sourire, le niet vient de Washington. L'histoire s'inverse parfois parce qu'il y a quelques années, c'était exactement l'opposé qui se produisait. Exactement. Ce sont les Américains qui ne veulent pas. Et ils ne le veulent pas pour deux raisons. C'est parce que ils pensent que ce serait trop provocateur vis-à-vis de la Russie, ce que ne pensent pas du tout les Européens, parce qu'ils ne pensent plus, et ils ont raison, qu'on en serait encore là. La provocation, c'est M. Poutine qui l'a commise en entrant en Ukraine. Et deuxièmement, les Américains ne veulent pas se retrouver dans une situation où, à cause de l'appartenance de l'Ukraine à l'OTAN, ils seraient obligés d'intervenir directement dans le conflit. Donc vous considérez que le salut, pour résumer, ne viendra pas des Américains. C'est à nous, Européens, de trouver la solution tout seuls. Écoutez, tout seul, non. Les Américains, l'aide américaine est très importante à l'Ukraine, notamment en matière d'armement. Nous, les Européens, c'est l'armement plus le soutien financier, plus les infrastructures. Mais est-ce qu'on n'est pas, Bernard Guetta, malgré tout, pardon, mais un peu petit bras par rapport aux Américains, aussi parce qu'on a moins de capacité. Je recevais sur ce plateau dimanche Thierry Breton, le commissaire européen. Oui. Sur le papier, c'est très intéressant. Il dit il faut qu'on arrive d'ici un an à produire 1 million d'obus par an, pour fournir aussi 1 million d'obus. On peut se dire c'est un fantastique objectif, mais ça montre aussi à quel point nous étions, désarmés, impréparés. Heureusement que les Américains ont des stocks
que nous n'avons plus. Et vous avez tout à fait raison, et c'est bien pour cela qu'il faut accélérer le mouvement pris par l'Union européenne vers la constitution d'une défense commune. Et il y a un consensus aujourd'hui, par exemple, au Parlement où vous siégez européen. Est-ce qu'il y a un consensus entre pays, entre formations politiques ? Oui, absolument. Aujourd'hui, il y a, mais c'est pas seulement aujourd'hui, c'est depuis la première élection, l'élection de Donald Trump en 2016. Parce que pendant sa campagne électorale, Donald Trump avait clairement dit ses réticences au soutien des États-Unis à l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire au soutien des États-Unis à la défense européenne. Et à ce moment-là, tous les pays européens, de l'Union européenne, sans aucune exception, ont compris que le fameux parapluie américain n'était pas une donnée éternelle et qu'il fallait que nous, Européens, nous nous soucions d'avoir une défense commune. Et aujourd'hui, les Polonais, les Baltes, les pays les plus atlantistes, les plus pro-américains de l'Union européenne disent tous oui, il nous faut une défense commune. Alors évidemment qu'il y a et qu'il y aura de grands débats sur ce que doit être cette défense, comment l'organiser, comment organiser les rapports entre cette défense commune européenne et l'Alliance Atlantique, etc., etc. Bien sûr que oui, il n'y a pas unanimité dans la conception, mais en revanche, il y a unanimité sur le fait qu'il nous faille une défense commune. Je voudrais qu'on parle également diplomatie, Bernard Guetta. D'abord un mot, juste un instant, sur les propos qu'a eu Emmanuel Macron dans l'Opinion lundi, qui ont encore fait réagir la Russie. Cette fois-ci, le président français disait que de son point de vue, la Russie, avec la guerre, avait de facto commencé une forme de vassalisation à l'égard de la Chine. Il y a quelques mois, on lui avait reproché de dire qu'il ne fallait pas humilier la Russie. Là, visiblement, elles se sont humiliées. On a du mal à voir quelle est la ligne de la France, ou quelle est la ligne souhaitable. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas humilier la Russie ? Est-ce qu'il faut la provoquer ou est-ce qu'il faut tenter de l'amadouer ? Écoutez, constater que la Russie est dans un processus de vassalisation vis-à-vis de la Chine, ce n'est pas humilier la Russie, c'est constater une réalité. Visiblement, Dimitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, l'a pas très bien pris. Il parle d'une compréhension erronée. Écoutez, c'est son job. Il est payé pour défendre son président, mais c'est la réalité. Aujourd'hui, la Russie dépend fondamentalement du soutien de la Chine. Et si la Russie poursuit cette guerre, eh bien, elle dépendra de plus en plus du soutien de la Chine. Mais autre chose, quand le président de la République disait il y a maintenant 15 ou 16 mois, il ne faut pas humilier la Russie, oui. Il pensait évidemment au moment où on en arriverait, après une défaite de l'agression russe, à des négociations de paix. Et à ce moment-là, effectivement, il ne faudra pas humilier la Russie. Souvenons-nous de la différence entre la fin des deux guerres mondiales. Première guerre mondiale, les vainqueurs humilient l'Allemagne. Résultat, le nazisme et la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les Alliés, au contraire, tendent la main à l'Allemagne et lui disent écoutez, voilà, on va vous aider à vous reconstruire et à construire ou reconstruire une démocratie. Eh bien, le résultat, c'est la paix entre les pays européens. Au-delà de la question du moins ceux de l'Union. Et de l'Europe, il y a le rôle de la Chine. On sait et on a vu le représentant spécial chinois qui est en Ukraine en ce moment, qui d'ailleurs vient de faire cette déclaration que je découvre en même temps que vous et qui nous dit il n'y a pas de panacée pour résoudre la crise en Ukraine. Il appelle donc Kiev et Moscou une nouvelle fois des pourparlers. Il va se rendre dans plusieurs pays européens. Il sera en France dans quelques jours. Il ira en Russie. La Chine est-elle la solution pour sortir de cette guerre, de votre point de vue ? Non, elle n'est pas la solution, mais elle peut être un élément de la solution. Certainement. Pourquoi ? Parce que la Chine n'a pas intérêt à ce que cette guerre se poursuive. Pourquoi ? Parce que si cette guerre se poursuit, le volume des échanges internationaux va continuer à se réduire, et cette réduction est une catastrophe, évidemment, pour l'économie chinoise, mais aussi pour la stabilité politique du régime, dans la mesure où si ce régime n'est pas capable d'assurer la progression du niveau de vie de sa population, eh bien, évidemment, se posera à terme, moyen, court, un problème politique. Donc, les Chinois ont absolument intérêt à ce que ce conflit se termine, mais d'un autre côté, ils ne veulent pas désavouer, lâcher M. Poutine vis-à-vis des Américains. Donc ils essayent de passer entre les gouttes.
Et regardez, moi, une chose qui m'a beaucoup frappé. Les Russes ont bombardé Kiev de nouveau ce matin, à l'aube, vers 5 heures du matin. Or, qui était à Kiev? Le représentant spécial chinois. Le représentant chinois. Alors, il y a deux conclusions. Ou bien là, Monsieur Poutine envoie le signal à Monsieur Xi Jinping que son représentant, son intermédiaire, il n'en a rien à faire pour rester poli, pour le dire poliment. Ou bien, tout simplement, il y a une telle pagaille aujourd'hui dans le commandement des opérations, le commandement politique et militaire des opérations russes en Ukraine, que tout simplement, ils n'ont pas pris en compte le fait qu'il y avait un émissaire chinois de haut rang dans la capitale ukrainienne. Peut-être un manque de vision et de stratégie, tout simplement. Ah, écoutez, de finesse diplomatique. C'est encore pire que cela. Certainement un manque de vision, certainement un manque de stratégie, mais une immense pagaille au sommet de l'État. Une immense pagaille au sommet de l'État. Il n'y a pas que la Chine, là, on parle du représentant chinois. On a vu, là, cette semaine également, des déclarations de pays africains, avec l'Afrique du Sud en tête, pour dire 6 dirigeants africains vont se rendre dès que possible à Kiev et Moscou. Ça, c'est quand même assez inattendu, parce que la Chine qui vient tenter de régler des conflits en Europe, c'était déjà une chose. L'Afrique, c'était encore plus surprenant. C'est une diplomatie qu'on n'avait pas l'habitude de voir. C'est l'émergence peut-être de ce qu'on appelle ce Sud global parfois, mais qui s'investit même sur la scène internationale. Qu'est-ce que vous y voyez quand 6 dirigeants africains disent « nous allons nous rendre à Kiev et Moscou ». Écoutez, j'y vois deux choses. Premièrement, le fait que, encore plus que la Chine, l'Afrique a tout à perdre à la prolongation de cette guerre. Notamment en termes de livraison de céréales, de livraison alimentaire, des choses aussi fondamentales que cela. Même si l'accord a été prolongé pour permettre aux céréales de sortir du camp. Enfin oui, bien sûr, l'accord a été prolongé, mais il a été prolongé, il n'a pas été pérennisé, et puis il y a toujours une guerre qui s'installe et qui s'enracine. Et puis la deuxième chose, la deuxième conclusion à tirer, c'est que tout simplement, l'Afrique est en train de s'affirmer sur la scène internationale. L'Afrique reste, du moins dans beaucoup de ces pays, pas dans tous ces pays, mais dans beaucoup de ces pays, un continent pauvre, parfois, souvent, déchiré par la misère, déchiré par des guerres épouvantables, comme au Soudan en ce moment. Mais l'Afrique devient évidemment un acteur fondamental de la scène internationale et va le devenir de plus en plus pour une simple raison: la progression de sa démographie. La progression de sa démographie. Nous reculons en termes démographiques, nous, les Européens, et l'Afrique progresse considérablement. Ce que vous dites sur la démographie, ça se voit aussi quand on compare les pays du G7, qui se réunissent d'ailleurs au Japon là sur cette fin de semaine, et les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Je regardais les chiffres là en préparant cette interview. Le G7, c'est un peu plus de 700 millions d'habitants, allez, presque 800. Les BRICS, c'est plus de 3 milliards. Et quand j'ai plus de 3 milliards, c'est vraiment plus de 3 milliards. Mais pas avec le même niveau de vie. Pas avec la même production de richesse. Mais avec un poids qui est quand même très important. D'ailleurs, on voit au G7, il y a 8 pays non membres qui sont invités. Alors, pas l'intégralité des BRICS en l'occurrence, mais on a l'Inde et le Brésil, par exemple. Il y a d'autres pays qui sont là. Est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on doit accepter, est-ce qu'on doit comprendre que le G7 ne pourra plus présider seul aux destinées du monde? Parce que quand les pays du G7 se réunissaient par le passé, on avait un peu le sentiment que c'était là que se prenaient les grandes décisions pour l'équilibre du monde. Voilà, c'est terminé. Écoutez, non, je n'irai pas jusqu'à dire que c'est terminé, mais c'est en voie de se terminer. Bien entendu, parce que il y a une progression non seulement démographique, mais aussi économique. La Chine, il y a encore 30 ans c'est hier matin, il y a encore 30 ans pesait très très peu économiquement, et il y a 40 ans ne pesait pas du tout économiquement, avant les grandes réformes de libéralisation de l'économie. Eh bien, aujourd'hui, la Chine est quand même la deuxième puissance économique du monde, juste au coude à coude avec l'Union européenne. Les trois grandes puissances aujourd'hui, économiquement parlant, c'est 1, les États-Unis, et 2, grosso modo sur la même ligne, l'Union européenne, c'est-à-dire l'addition des 27 États membres de l'Union européenne, et la Chine. Voilà le trio de tête. Eh bien, si dans le trio de tête, il y a la Chine, évidemment que le monde a changé. Et évidemment que l'on va voir, enfin, évidemment, il n'y a pas d'évidence, mais très probablement que nous assisterons à la même évolution avec l'Afrique.
Bien entendu. Et l'Inde est en train de prendre un poids de plus en plus considérable aussi sur la scène internationale. Et l'Inde est devenue, il y a quelques semaines, le pays le plus peuplé du monde devant la Chine. Inde qui est d'ailleurs invitée donc à ce G7. Vous pensez pour autant qu'une instance comme le G7 garde sa pertinence aujourd'hui? Oui, bien sûr, bien sûr. Mais regardez, même l'Alliance Atlantique, c'est-à-dire un club absolument occidental, et bien oui, évidemment qu'elle pèse sur la scène internationale, et évidemment qu'elle pèse en termes militaires, et évidemment qu'elle pèse en termes de représentation de pays qui restent les plus riches. Mais pour combien de temps ? Et évidemment qu'elle devra intégrer l'Ukraine. Tout à l'heure, on évoquait l'OTAN. Notre consoeur Sylvie Kaufmann, dans Le Monde, a rédigé une chronique en disant l'OTAN ne peut pas se permettre un nouvel échec sur l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. C'est aussi votre avis ? Écoutez, attention, pour l'instant, les Américains ne veulent pas. Et si vous savez, pour ouvrir... Ça justifie de renoncer ? Non, attendez, non, c'est pas ça, mais que pour ouvrir les portes de l'Alliance Atlantique à un nouveau pays membre, il faut l'unanimité. Si les États-Unis sont contre, il n'y aura pas d'ouverture à l'Ukraine. Parlons de... Mais n'oublions pas une chose, c'est que l'Ukraine aujourd'hui est de facto membre de l'Alliance Atlantique. Parce qu'elle est soutenue. Mais bien sûr. Et en fait qu'elle entre pas, oui, symboliquement, politiquement, oui, c'est très significatif, militairement, ça ne change pas grand-chose. Alors dites ça à Volodymyr Zelensky, parce que c'est comme l'Union européenne, il est sur le seuil de la porte d'entrée, et il a très envie d'entrer, hein. Bien et très rapidement. Bien sûr qu'il a très envie, bien sûr qu'on le comprend, mais bien sûr qu'aujourd'hui, les États-Unis ne veulent pas. C'est une réalité au moins aussi forte. Pour l'Union européenne, pour le coup, on n'aura pas besoin des États-Unis pour avancer. Là, on pourra les faire entrer. Absolument. Nous, on le souhaitera. Absolument. Mais ce sera compliqué, bien entendu. Et ça prendra du temps, alors que les Ukrainiens aimeraient que ça aille vite. Oui, mais il y a des moyens de contourner ce temps. Et nous pouvons proposer aux Ukrainiens des accords préliminaires. Par exemple, l'ouverture au marché commun. Par exemple, des projets d'investissement commun. Il y a 1000 choses, et on peut imaginer aussi dans le domaine militaire. Je voudrais qu'on revienne à la Russie, parce que tout à l'heure vous avez dit quelque chose d'intéressant, on est passé un peu rapidement, la dimension de la pagaille qui règne en Russie. On en a une illustration quasiment tous les jours quand on écoute ce que dit Evgeny Prigojine. Vous avez rédigé, il y a quelques jours, une note de blog à ce sujet. Alors, le fondateur de Wagner, pour rappeler, on le voit à peu près tous les 2 jours mettre en cause un haut dignitaire russe. La plupart du temps, c'est le ministre de la Défense, Sergueï Shoigu. Parfois, le chef d'état-major des armées, Valéry Gerasimov. Qu'est-ce que vous y voyez, vous ? Est-ce que c'est plutôt la force de Prigojine, qui peut tout se permettre, ou une forme de faiblesse de Poutine, qui n'a même plus les moyens de tenir ou de calmer ses troupes? Ou alors j'ajoute une troisième option, peut-être plus maligne, je ne sais pas si elle existe, le fait que Vladimir Poutine se dirait que diviser pour mieux régner, c'est pas plus mal non plus, et que si Shoigu, Prigojine, tous ces gens-là se tirent dans les pattes, au final, c'est lui qui reste le grand chef. Écoutez, je ne crois pas à la dernière hypothèse. Elle est très défendue par beaucoup de spécialistes éminents de la Russie. Moi, pour ma part, je n'y crois pas parce que ces déclarations de Prigojine et la liberté qui lui est laissée de continuer donne la mesure de la pagaille, encore une fois, qui règne au sommet de l'État, et de l'affaiblissement politique de Vladimir Poutine. Parce que vous disiez qu'il mettait, M. Prigojine, la plupart du temps en question le ministre de la Défense et le chef d'état-major. Quand il parle du grand-père au Kremlin, il parle de Vladimir Poutine. Il n'a pas prononcé le mot Poutine, mais c'est vrai que ça semblait le grand-père, le pointer. Le grand-père, c'était Poutine, naturellement. Et ça voulait dire, dans le contexte de la phrase, le grand-père un peu gaga. Le grand-père un peu gaga et affaibli. Et donc, M. Prigojine, aujourd'hui, clairement, considère que le pouvoir central s'affaiblit, qu'il veut devenir l'homme qui pourrait avoir dit un jour, je vous l'avais bien dit, que nous étions mal dirigés, et l'homme qui pourrait prétendre à une succession. Mais vous y voyez pour autant un risque d'effondrement du pouvoir de Vladimir Poutine, du régime poutinien en tant que tel ? Écoutez, ce dont je suis absolument certain, c'est qu'il est absolument absurde d'exclure la possibilité d'une chute sous une forme ou sous une autre de Vladimir Poutine. Quand un dictateur perd une guerre, il perd le pouvoir. Alors est-ce qu'il va perdre le pouvoir dans 3 jours ? On ne peut pas l'exclure. Pas du tout. Est-ce qu'il va perdre le pouvoir dans 3 mois ? Est-ce qu'il va perdre dans 3 ans ? Je n'en sais rien. Et personne ne le sait. Surtout pas lui. Mais il va perdre le pouvoir. Cet homme s'affaiblit à vue d'œil.
Je me permets une dernière remarque pour conclure quand même, Bernard Guetta. Il s'affaiblit certes et le PIB russe se contracte certes, mais moins 0,9% au premier trimestre, c'est quand même très raisonnable quand on compare la force des sanctions internationales. Pas plus tard qu'hier, l'Iran et la Russie signent un accord pour ouvrir une nouvelle route commerciale. Travailler ensemble, ça veut dire que la Russie a quand même encore des moyens d'exister. Oui, écoutez, vous savez, un accord entre la Russie et l'Iran, c'est vraiment l'aveugle et le paralytique. C'est vraiment l'aveugle et le paralytique. Quand on pense que la Russie, qui était l'autre hyperpuissance ou superpuissance pendant la guerre froide, en est à acheter des munitions à l'Iran, non, écoutez, ça donne la mesure d'un affaiblissement de ces deux pays. Merci beaucoup Bernard Guetta d'être venu ce matin nous éclairer sur tous ces sujets, c'était passionnant. On suit bien sûr votre livre, une nouvelle fois, La Nation européenne, pour ceux qui croient encore à l'Europe, si c'est possible, dans un